Kanadana rabe onon change non mianon change kirikiya baranyale jam atunya kundiamao Voilà, nous allons donc commencer. C'est un vif plaisir de renouer avec une activité qui a drainé full au work pendant toutes ces années. Et je suis heureux que l'on renoue. Et en fait, on a renoué, mais on a eu successivement 2 écrivains tout couleurs qui sont venus ici. Et ça, c'est ma fierté. La fierté du Serer du Saloum, véritablement, qui a aussi été nourri à la sève de El Hadji Amadou Dem de Sokone. Donc tout ça, c'est des choses qui se retrouvent et qui sont de très bonnes choses. Surtout quand j'ai avec moi le professeur Ousmane Kane, qui, avec le temps, est devenu un véritable ami. Très agréable de travailler avec lui dans sa modestie et sa générosité légendaire. Je dis que si tous nos partenaires étaient comme le professeur Ousmane Kane, on n'aurait jamais eu de problème, mais alors à tout point de vue. Donc Ousmane, d'ailleurs, son université, l'université de Harvard, c'est ça tellement qu'ils lui ont dit ceci: Ousmane, tu peux aller à la retraite, mais notre programme au Sénégal, on ne confie ça à personne d'autre qu'à toi. Ça, voilà. Alors, monsieur l'auteur, Ndiawar Kane, votre livre là a suscité des réactions sur le net là. Parce que moi j'ai reçu ce message ici. Si vous me permettez, c'est en anglais. Je peux traduire si vous voulez, mais que je le lise texto. Dear Ousmane and WARC program organizers, I've been engaged with WARC several times over the past 20 years. I have interviewed several people in the village of Nima, Senegal, in the Dande Mayo, who were violently forced out of their village of Nima, Mauritania, at the beginning of a so-called incident between Senegal and Mauritania. I learned how Senegalese Mauritanians, Pular peoples with roots in family countries from the village of Koundel, Mauritania, would swim across the river to Koundel, Senegal, at the height of the violence to make sure their relatives on the other side were okay. The stories are amazing. I would be extremely grateful to receive a recording of a work discussion on the ceremony around the book of Mr. Ndiawar Kane on September 21st. I will attempt to find the book itself from the US. If anyone has suggestions as to where I can obtain a copy by mail, I would also be very grateful for the information. Donc, M. Kane, vous voyez ce que vous avez fait. Votre livre a soulevé une réaction d'une Américaine qui a passé beaucoup de temps là-bas et qui a vu qu'au milieu de la crise, il y a des Sénégalais qui allaient voir de l'autre côté comment se trouvaient leurs parents en Mauritanie et vice-versa. Et je crois que vous parlez de ça. Mais moi, on m'a demandé de modérer, de pas de faire un discours. Donc, je vais m'en arrêter là et peut-être donner la parole à M. Ousmane Kane. Les autres intervenants, ils auront chacun 15 minutes, ce qui fait qu'après, on aura le temps pour la dédicace de M. Kane. C'est bien ça, M. Kane? Voilà. Bon, ben je donne la parole à... Merci beaucoup, cher ami Ousmane Sène. Moi aussi, si vous me permettez, je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir accepté d'héberger régulièrement des cérémonies de dédicace de livres sans nous faire payer quoi que ce soit. Aux États-Unis où j'enseigne, un enseignant qui a besoin d'une salle pour organiser une conférence doit payer pour cette salle à son université. Donc j'apprécie vraiment notre collaboration et j'en suis très heureux et je vous remercie encore d'avoir bien voulu héberger cette cérémonie. Donc aujourd'hui je prends la parole en tant qu'éditeur avec mon ami Ibrahim Sall qui s'excuse. Il est à New York et il n'arrivera que demain matin. Nous avons créé une collection intitulée Intellectuel et savoir. Et cette collection, n'est-ce pas,
s'efforce de promouvoir la production d'intellectuels africains. Et quand je dis intellectuel, je ne pense pas à quelqu'un qui est éduqué, qui a un diplôme universitaire, mais quelqu'un qui prend la parole sur le plan, la parole en public, quelqu'un qui intervient, quelqu'un courageusement. Et je pense que vraiment, quiconque lira le livre de Ndiawar Kane sera tout à fait convaincu qu'il est un intellectuel en ce sens. Et ce livre retrace donc son parcours. Il est né à la fin de l'époque coloniale et a vécu, comme je l'ai dit dans la page de couverture, les étapes charnières de la construction de l'État dans la zone sénégalo-mauritanienne. Et beaucoup de membres de la génération des 68 arts se reconnaîtront dans plusieurs aspects de cette autobiographie, ainsi que celle de leurs enfants et petits-enfants. Moi, j'ai lu le livre une dizaine de fois en tant qu'éditeur pour pouvoir traquer s'il n'y avait pas de coquilles. Et vraiment, c'est à chaque fois un très grand plaisir que je le lis, outre l'élégance de l'écriture. Donc, on est vraiment frappé par le souci d'objectivité et l'empathie de l'auteur. En dépit de tout ce qu'il a connu comme souffrance, on ne voit aucune haine dans tout ce qu'il a écrit. Il a parlé vraiment avec beaucoup d'empathie. Donc, je suis très heureux. Nous sommes très heureux, nous, en tant que service, d'accueillir ce livre dans notre collection. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole maintenant aux autres panélistes pour commenter sur le livre. OK. Kaokan, vous méritez ces félicitations. Ceux qui ont été formés à cette période-là, écrivez le français mieux même que les Français. Et ça, je crois que c'est une grande question autour de laquelle il faut discuter. Donc, Kao, si vous le permettez, je vais donner la parole aux intervenants les uns après les autres. Dans la tradition, vous êtes le dernier à intervenir. Vous acceptez ce protocole. Voilà, donc sans tarder, je vais donner la parole à Pendambo, qui, comme il le sait, a 15 minutes. Merci, Penda. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Merci, Monsieur Ndiawar Kane. Merci, Ousmane Kane. On dirait que c'est la conspiration des Kane. Merci, Ousmane. Et je salue aussi nos copanélistes. Monsieur Kane, quand j'ai lu votre ouvrage, Le fleuve refuse de séparer, j'étais envahie par l'émotion pour deux choses. La première chose, le professeur Barry qui est là pourra en témoigner. Je vois quelqu'un qui a été aux fouilles d'Aoudagost avec le professeur Robert, l'un des fondateurs, je crois bien, du département d'histoire. Et nous, jeunes étudiants, nous avions lu les synthèses à partir de ces fouilles, Tekdaoust 1, Tekdaoust 2, dans les bulletins de l'IFAN, et nous étions impressionnés par ce travail. Et le seul à avoir, par exemple, le professeur Cyr Descamps, notre cher Cyr, qui est décédé maintenant, nous avait montré un film sur la préparation des campagnes de fouilles, mais aussi comment on chargeait les camions de nourriture, de ci, de ça, pour aller aussi loin. Il fallait avoir la passion d'un chercheur. Et vraiment, je me dis, c'est extraordinaire d'avoir eu la chance de cette expérience. Ça, c'est la première expérience qui m'a beaucoup frappée dans votre ouvrage. La deuxième chose, c'est que le livre est traversé par la présence de quelqu'un qui nous était très cher, Pape Cyr Diagne. Son épouse, je salue en passant son épouse, sa veuve Acha. Nous étions jeunes étudiants dans les années 70, en 76, et c'est lui qui nous apprenait la coupe topographique. Chaque matin, il quittait Saint-Louis, la Saïd, pour venir nous enseigner la coupe topographique en géographie. Et croyez-moi, nous étions tous très heureux d'avoir toujours Pape Cyr Diagne, parce que quand il venait, il ne se limitait pas seulement à nous apprendre à faire justement cette coupe, mais c'est quelqu'un qui avait le commerce facile, qui causait beaucoup avec nous, et on était pressés de le voir, Pape Cyr. Et après, il est devenu notre ami à travers Population Council. Je l'ai trouvé à plusieurs reprises
à Nairobi. Et la dernière fois, je me souviens, il me disait, Penda, je vais rentrer parce que je suis malade. C'est presque un peu avant sa disparition. Et à travers votre ouvrage, mais vous-même, je vois Pape Siri Diagne parce que je vois les liens très forts qui vous ont unis tout au cours de votre vie. Ça, c'était la deuxième chose. Je tenais vraiment à les dire. Alors, cet ouvrage est un ouvrage extrêmement important pour plusieurs raisons. En dehors justement de l'autobiographie, d'un témoignage. Mais on voit un peu que la vie de M. Ndiawar Kane est traversée par une sorte d'entrelacement d'une histoire personnelle et le devenir de tout un pays, mais aussi d'un groupe, le groupe négro-africain de la Mauritanie. Après avoir lu les livres, je me suis posé la question, pourquoi on a donné l'autre rive à la Mauritanie? On aurait dû laisser les deux rives au Sénégal pour qu'il n'y ait pas cet éclatement de la population et cette souffrance inutile, vraiment, d'un groupe donné, le groupe négro-africain. Et depuis son enfance, c'est comme s'il était prédestiné, M. Kane. On voit à travers son évolution personnelle toute l'histoire, mais aussi l'évolution de ces communautés et toute la tension latente, mais devenue réalité vers la fin entre les négro-africains, les négro-mauritaniens et les autres Mauritaniens, les Maures. Mais ce qui m'a le plus frappé aussi à la lecture de cet ouvrage, c'est que M. Kane, il a beaucoup souffert, et on vient de le dire. Et moi, je me demande combien de fois il a été en prison. Et là, ça m'a fait vraiment mal, c'est lorsque vous étiez au SILS, en train de travailler tranquillement, qu'on vous fasse revenir en Mauritanie, pour après que cela se termine par, je ne sais pas, une dislocation de tout ce que vous faisiez, vous retrouvez peut-être en prison, en tout cas, et ça a commencé vraiment cette histoire inouïe entre la Mauritanie, les Mauritaniens, tout simplement. Alors, ça, c'est la première chose. C'est vrai que le passage consacré, la première partie à votre enfance, est très agréable, facile à lire. Et on voit à travers, justement, ce passage, des éléments essentiels reconstitutifs des sociétés traditionnelles africaines et particulièrement sénégalaises. Le rôle, par exemple, du père de famille, mais aussi de la mère. Votre mère nous renvoie à la personnalité, tout simplement, comment on appelle ça, la grande royale de Cheikh Hamidou Kane, dans l'ouvrage de Cheikh Hamidou Kane. Mais c'est peut-être ainsi qu'on l'a AO, qui joue un rôle essentiel dans la famille africaine, sénégalaise. C'est cette AO qui, finalement, est le véritable chef de famille, en tout cas, discrète. Certainement, elle est discrète, mais elle joue les premiers rôles. Et cette maison qui était ouverte à tout le monde, votre père comme tel un patriarche qui recevait toute la famille élargie, et on ne faisait pas la distinction entre qui est le fils et qui ne l'est pas, qui est la fille, qui ne l'est pas, et le respect que vous avez vous-même vis-à-vis de vos sœurs. Je vois la relation affective particulière envers vos sœurs. Et lorsque l'une est décédée, j'ai ressenti la tension que vous viviez à ce moment-là. Donc, toute la famille qui était réunie. Parfois, je ne sais pas, il y avait une confusion dans ma tête si on était au Sénégal, si on était à Mbagne, si on était à Rosso au Sénégal, à Rosso en Mauritanie. Ça veut dire que diviser ces populations était devenu un véritable gageur. Pourquoi les diviser? Ce sont les mêmes populations, ce sont les mêmes familles. Moi, c'est vrai, les gens qui vous disaient qu'ils ne pouvaient pas penser que vous étiez mauritanien, moi aussi, pour moi, à chaque fois que je vois un négro-mauritanien, je dis non, il n'est pas mauritanien, il est sénégalais. Il est sénégalais. Et le jour, la première fois, j'ai dit à Abda, je lui parlais Wolof, etc. Et il disait qu'il était mauritanien. Vraiment, je dis non, c'est pas possible. Ils sont tous des Sénégalais. Ça c'est ma première réaction. Je voudrais aussi le rôle du fleuve. Le fleuve est un acteur, et l'acteur principal, si je veux dire, dans cette vie, dans ce vécu.
Mais j'ai une question à vous poser qui n'est pas très claire. Je l'ai posée, je le vois avec Salim Bey dans ce qu'il fait. Mais c'est que les matelots qui tiraient les chalands, je veux savoir s'ils les tiraient juste pour que le chaland puisse démarrer ou s'ils les tiraient tout le long du fleuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à comprendre justement le rôle des matelots et quelle vie ils menaient. J'ai lu ces derniers temps des ouvrages sur les questions d'esclavage, de liberté et le rôle que jouaient les matelots, les laptos dans une ville comme Saint-Louis. Mais ça, c'est une de mes préoccupations. Qu'est-ce que c'est qu'un matelot et comment il vivait le long de ce fleuve Sénégal. Et quelque part, dans votre ouvrage, vous avez beaucoup de ressemblances avec les témoignages qu'on trouve dans l'ouvrage d'Abdoulaye Bathily. C'est vrai, vous êtes tous des enfants du fleuve. Peut-être c'est la raison pour laquelle je retrouve des ressemblances pour ce qui concerne cette réalité. Et alors, pour la première fois aussi, c'est un monde assez paradoxal. Les moyens de transport, c'est vrai que ça posait beaucoup de problèmes, cette histoire de chaland, de bateau avec les matelots, mais je vois que l'avion existait à l'époque. Vous-même, vous avez dit avoir pris l'avion avec votre père pour aller pour la première fois à Saint-Louis. Le chemin de fer aussi était présent. Le chemin de fer vous a conduit de Saint-Louis à Thiès, à Dakar, etc. Donc, la présence justement de ces moyens de transport qui commencent à exprimer la modernité naissante dans cette région. Et au-delà, peut-être c'est la raison pour laquelle tous les 68 arts sont ici, je vois Pape Diop, je vois Paloma, etc. Vous avez été un acteur principal, actif de mai 68. Vous avez dirigé l'association des étudiants, les étudiants de Dakar, et vous avez subi les foudres de Senghor comme beaucoup de vos camarades, le fait de vous ramener chez vous au moment de la grève, les Guinéens qui sont partis, votre camarade qui est décédé après, le Guinéen. Donc c'était une période. Tout ce que la jeunesse aujourd'hui vit n'est pas une nouveauté parce que vous-même vous l'avez vécu, sauf avec une très grande différence, c'est-à-dire il y avait une dimension intellectuelle très puissante dans ce que vous faisiez. D'ailleurs, j'ai été frappée à un moment donné quand vous êtes revenu sur votre vie, vos lectures de jeunesse. Vos lectures de jeunesse, vous l'avez évoqué, c'est quand vous étiez parti en France, après avoir quitté l'Université de Dakar, vous êtes retrouvé en France et vous lisiez beaucoup de la collection Maspero et tous les ouvrages sur le marxisme-léninisme. Et c'est vrai, votre tendance, vous le dites vous-même, vous êtes maoïste. Bouba en sait quelque chose, donc votre tendance vers le maoïsme. Et président Senghor avait l'habitude, je l'avais écouté, même jeune, dire que lorsque j'envoie mes étudiants en France, ils me reviennent marxistes, léninistes et communistes. Quand je les envoie en Union soviétique, ils me reviennent anticommunistes. Ça, j'ai entendu Senghor le dire, et vous-même, vous êtes un peu le prototype de cet étudiant envoyé en France qui était profondément communiste, après vos lectures sur le communisme. Alors, cette partie est une partie. Et puis, il y a un fait que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait de revenir sur tous les jeux des enfants de l'époque. C'était assez rudimentaire. Et Samba Sarr, je me souviens, avait un projet avec l'Union africaine de répertorier tous les jeux des jeunesses africaines. Malheureusement, je ne sais pas si son projet a abouti. Mais quand je vois tous les jeux, le jeu des lance-pierres, par exemple, le jeu tous ces jeux que vous faisiez, c'est Kofalo, comment on faisait. Et c'est extrêmement intéressant de voir, et le rôle, la chasse aussi au crocodile. Ça, il faut être vraiment téméraire pour le faire. Combien vous voulez dire qu'il me reste encore quelques minutes? La chasse au crocodile, mais je n'ai rien dit. Je vais bientôt terminer parce que je vais laisser les autres parties, parce que ça sont des parties intéressantes qui font qu'on apprend des choses avec ce livre. Mais un fait aussi, et c'est intéressant quand je reviens sur l'épisode de mai 68, le camp Mangin, quand on vous a regroupés tous. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous rappelle ce qui s'est passé en 1989, lors de la crise, quand on a eu à rassembler beaucoup de Mauritaniens dans les stades, etc. C'est-à-dire, c'est comme si on n'évoluait pas, on n'avançait pas, on revient toujours au même fait, au même problème, et on en discute. Et alors, la partie la plus difficile pour vous, je crois, c'est lorsque vous êtes entré dans la vie active, même si vous avez déjà fait la prison et tout.
après avoir été avec tous les soutiens des amis, vous vous retrouvez dans un travail assez confortable que vous avez laissé très facilement pour retourner. C'est parce que vous avez cette fibre extrêmement nationaliste, etc. Et cette histoire, justement, des négro-africains, vous-même vous l'expliquez. Déjà, quand vous étiez à l'internat, il n'y avait pas cette animosité entre les différents Mauritaniens. C'est vrai, vous vous recruviez en communauté, mais il y avait quand même une certaine fraternité entre vous. À partir d'un moment, c'est-à-dire quand la vie active a commencé, lorsqu'on a accusé les Mauritaniens de vouloir, négro-mauritaniens, parce qu'ils occupaient toutes les places importantes au sein de l'armée, etc., ils faisaient peur. Et je me souviens d'un texte de Mesmer que j'avais lu à propos des Mauritaniens. Et quand on a commencé à les accuser de vouloir faire un coup d'État, qu'ils ont été exécutés, etc., ça, je crois que c'était la période vraiment de dérapage. Alors, on a connu beaucoup de martyrs, les Téné Youssouf Gueye, etc., et beaucoup chez les négro-mauritaniens. Mais je vais peut-être finir par cette affaire, justement, des négro-mauritaniens. Ce que vous décrivez chez les réfugiés, c'est extrêmement fort. Moi-même, personnellement, j'ai connu, parce que quand j'ai créé le mouvement citoyen, en 2002, on allait travailler avec les réfugiés. Et imaginez-vous tout ce temps-là qu'ils ont attendu. Et c'est nous, avec l'aide de la coopération luxembourgeoise, notre organisation a eu à faire les branchements en eau potable et mettre des robinets là-bas. Ces gens ont beaucoup souffert, même avoir accès à l'eau, avoir accès je ne sais pas, au minimum. Ce n'était pas possible. Et les institutions des Nations Unies doivent être critiquées, parce que parfois aussi, ils font preuve vraiment de fumisterie, il faut l'admettre. Et quand on met de bout en bout ce que disait le dernier gouverneur général de l'AOF, Mesmer, à propos des Mauritaniens, en disant aux Blancs Mauritaniens, faites vite, parce que vous allez être dépassés par les Noirs qui ont fait des études, alors que vous n'avez pas fait d'études. Et quand on voit l'attitude des institutions des Nations Unies, etc., on se demande parfois si la crise n'arrange pas une certaine vision du monde qui est là. Et cette vision du monde a porté préjudice, je termine Ousmane, a porté vraiment préjudice aux négro-mauritaniens. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui les choses sont rentrées en ordre? Parce que nous aussi, avec les ONG, nous travaillons beaucoup sur les résidus de l'esclavage, etc. Les problèmes ne sont pas encore complètement résolus en Mauritanie. Et peut-être le livre de Ndiawar va nous permettre de rouvrir le débat. Et comme nous voulons construire, et comme le veut le professeur Barry, l'unité dans cette sous-région, peut-être aussi c'est le moment aux négro-africains de s'organiser pour véritablement reposer les problèmes. Et s'il le faut, Senghor voulait d'un état tampon entre le Maroc et le Sénégal, on a la Mauritanie. Peut-être il faudra penser si on peut redéfinir la géopolitique. Je le dis, je n'y crois pas beaucoup, mais je le dis. Par exemple, si le Sahara occidental retourne au Maroc, pourquoi ne pas mettre une partie de la Mauritanie en Afrique noire et puis l'autre partie, justement, rejoint l'Afrique du Nord? Peut-être que là, on aurait moins de difficultés et de problèmes. Je vous remercie. Merci Penda. Mais merci surtout pour avoir évoqué des choses qui se trouvent dans le livre et qui nous rappellent notre enfance. Ils sont une ou deux générations avant nous, mais nous avions nous tous nos lasper, nous avions tous nos autoguitares, nous avions tous nos mbégué, et nous avions tous joué à Khalmbologan, à Langabouri, à Djalbidjalan, il y a Kebetoa, tout ça c'est notre jeunesse. Et véritablement, on était autonome par rapport aux produits de l'extérieur. Merci de nous bercer dans cette enfance que nous avons vécue. Par contre, nous, du côté du Saloum. Donc, sans trop tarder, on va donner la parole à quelqu'un que c'était appelé Paloma. Non, moi je le connais comme Aliou Sall. Et j'ai un souvenir récent avec lui. On a été tous les deux invités
dans une station de radio, mais il fallait écouter ces développements absolument lumineux. Aliou, c'est avec beaucoup de plaisir que je te donne la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup, Ousmane. Je ne suis pas connu pour être discipliné, ni pour être particulièrement friand des convenances protocolaires. Mais il en est une à laquelle je me soumettrai bien volontiers ce soir. C'est celle qui consiste à adresser mes premiers mots à toi, Ousmane, notre hôte, et ce sera pour te dire merci de nous accueillir ici et de me donner l'occasion de retrouver ici un certain nombre d'amis, un certain nombre de complices intellectuels, un certain nombre de frères que je n'ai pas eu l'occasion de voir depuis quelques années. Je voudrais aussi remercier d'entrée de jeu Ousmane Kane, que je n'ai pas vu non plus depuis un certain nombre d'années, et je voudrais le remercier d'avoir pris l'initiative avec Ibrahim Assal de mettre sur pied une maison d'édition, ce qui est une entreprise courageuse de fait, et d'avoir créé cette collection qui s'appelle Intellectuel et Savoir, et d'y avoir accueilli Ndiawar Kane, qui a toutes les qualités évidemment pour figurer dans cette collection. Merci également à Ndiawar d'avoir demandé à ce que je sois panéliste aujourd'hui, ce que j'accepte évidemment avec grand plaisir. Mais me tournant vers vers Ousmane, et en me remémorant quelque peu mon époque où j'étais plus jeune et peut-être plus radical, il y a une expression qui était très usitée et qui consistait à parler de filon prometteur. Dans le monde de l'édition, le filon prometteur désignait des auteurs qui étaient généralement assez jeunes et dont on pensait que la production littéraire allait connaître des succès de librairie. Je n'aimais pas du tout cette expression parce qu'elle me semblait connoter une idée de marchandise qui renvoyait à ce que l'on appelait dans le langage des situationnistes la société du spectacle, l'aliénation marchande, le règne du profit, de la marchandise, y compris de la marchandisation de la culture. Je n'aimais donc pas cette expression, mais voilà que paradoxalement, c'est l'expression qui me vient à l'esprit lorsque je lis les œuvres de Ndiawar et que je pense à Ndiawar comme écrivain. Et si j'étais à votre place, Ousmane, éditeur, je me serais empressé de le fidéliser en lui proposant des contrats qui les lient à moi pour quelques années à venir, parce que, de toute évidence, c'est un filon prometteur. Mais ne parlons pas toujours des contrats en public, parce qu'entre filon et filou, il n'y a que la dernière lettre qui change, et peut-être il faut que nous nous gardions d'évoquer cela en public. Pour revenir sur un mode plus sérieux et sur l'ouvrage qui est lancé aujourd'hui, je vais dire tout de go que ce livre, je l'ai aimé. J'ai reçu ce livre un samedi. Il était 13h. J'étais sur l'avenue Blaise Diagne, à l'intersection avec l'avenue El Hadj Malick Sy, quand j'ai reçu un appel téléphonique de Ndiawar le jeune, Abda Ndiawar, qui m'a dit « Tonton, j'ai un livre pour vous ». J'ai dit « Un livre de qui ?» Il me dit « De votre ami Ndiawar ». Je me suis tout de suite arrêté et je ne sais par quel rodéo ou gymkhana, 5 minutes après cet appel téléphonique, Abda Ndiawar Kane était derrière moi. Il avait peut-être reçu les bénédictions de la mosquée omarienne, puisqu'il m'avait dit qu'il n'était pas loin de la mosquée omarienne. Et il m'a remis ce livre, il était 13h. J'étais en train de faire des courses, je suis rentré chez moi en fin d'après-midi, et j'ai commencé à lire ce livre, il était 18-19h. J'ai fini de le lire à 23h, un samedi, et le lendemain, j'ai envoyé une note à Ndiawar en lui disant combien j'avais été captivé par ce livre, captivé au point de laisser refroidir le Latiri Ako qu'une bonne âme et amie à moi m'avait préparé et dont je fais un usage immodéré habituellement les samedis. Ce jour-là, je n'ai pas mangé parce que j'étais plongé dans la lecture de ce livre. Et s'il fallait résumer le livre d'une phrase, je dirais que c'est un livre informé, d'abord.
Ndiawar parle de choses qu'il connaît. Et je reviendrai sur quelques-unes de ces choses. C'est aussi un livre qui informe. Il est informatif et il est éclairant. Sur bien des sujets, on a une perspective originale et intéressante. Je le trouve équilibré. On a parlé d'objectivité. Je ne crois pas que ce soit le bon terme, mais je dirais qu'il est équilibré. Et je dirais qu'il est également inspirant parce qu'il contient en lui-même les termes de son propre dépassement. Et c'est donc pour toutes ces raisons que j'ai aimé ce livre et je le trouve particulièrement fascinant et je ne peux qu'en recommander la lecture à ceux qui viennent de l'acquérir. Mais le ton est donné dès le départ. Et dès le départ, il est clair que nous avons, avec ce livre, un ouvrage qui traite d'une réalité complexe. Le titre aligne 3 termes, 3 mots: le fleuve, un mot, refuse, un verbe, et de séparer, qui sert de complément. C'est une phrase d'une très grande simplicité, mais chacune de ces 3 notions renvoie à un champ disciplinaire précis. Le fleuve dont il est question, c'est bien sûr le fleuve Sénégal. C'est un fleuve qui n'est pas banal. C'est un fleuve, c'est le 2e fleuve le plus long d'Afrique de l'Ouest, 2e après le Niger. C'est un fleuve qui se parcourt 1100 km entre les contreforts du Fouta Djallon où il prend sa source et l'Atlantique où il se jette, en passant par le moyen, la haute vallée, la vallée, le delta. Et c'est un fleuve qui n'est pas banal parce que ce fleuve, il est connu depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais en même temps, il reste très mystérieux. Il est présent dans les contes et légendes de toutes les populations riveraines de ce fleuve, il est présent dans leur cosmologie et il a la particularité d'être un fleuve qui à la fois ressemble à lui-même. Il est comme tous les fleuves, on ne s'y baigne jamais 2 fois parce que tout coule, mais il est différent et identique en même temps. Il est différent et identique d'un lieu à un autre. Lorsque l'on est à Mbagne, lorsque l'on est à Kaïdi, lorsque l'on est à Rosso, lorsque l'on est à Saint-Louis, pour évoquer le royaume d'enfance de Ndiawar, dont il parle avec émotion par moment, avec nostalgie, avec dérision par moment, on n'est pas à Bakel ou à Caille. C'est un autre fleuve que l'on trouve là. Il est impétueux à certains endroits, notamment en Guinée, où il prend sa source, mais il se laisse dompter dans la vallée, dans des casiers où vont pousser l'oignon et la canne à sucre. Et dans d'autres parties, il se laisse véritablement maîtriser et travers ses méandres, il arrose des berges comme s'il les caressait. Et ce fleuve, qui est capable d'être à la fois menaçant mais aussi chargé de douceur, ce fleuve marque évidemment les terres, les terroirs et les territoires qu'il partage. Il n'est pas le même non plus en fonction des heures de la journée. La couleur du fleuve change à l'aube, à l'aurore, au crépuscule, lorsque le soleil est au zénith. C'est un fleuve identique mais différent que l'on trouve. Il n'est pas le même non plus, mais il est le même en fonction des saisons. Les odeurs du fleuve changent. Et ce fleuve, qui est donc source de vie, qui informe les vies des communautés qui en sont riveraines, ce fleuve, il n'est pas sous la plume de Ndiawar un objet inanimé, il est au contraire un sujet et un sujet d'histoire. Et ce n'est pas étonnant que dans le titre que Ndiawar a donné à son livre, le fleuve refuse de séparer, que ce fleuve Sénégal soit le sujet. Et ce fleuve, il refuse. C'est le 2e terme que l'on retrouve dans le titre. Le refus est un titre qui a une connotation négative. Refuser, c'est dire non. Mais en réalité, quand on y réfléchit bien, le refus est la condition pour qu'il puisse y avoir dialogue. Là où il n'y a pas de refus, il n'y a pas de possibilité de dialogue. Le refus est la condition d'existence de la société, de la citoyenneté, parce que il n'y a pas, sans la liberté de blâmer,
il n'est pas d'éloge flatteur, disait Beaumarchais, et sans la possibilité de dire non, il n'y a pas de liberté possible. Ce fleuve est donc devenu sujet, il devient la condition. Il refuse et, ce faisant, il ouvre la porte à un dialogue. Il permet une citoyenneté et je crois que c'est aussi un terme important à considérer dans ce titre. Et en troisième lieu, le troisième élément de ce titre, c'est qu'au fond, qu'est-ce que refuse ce fleuve? Ce que ce fleuve refuse, c'est la séparation. Et je crois qu'il y a là un élément important à prendre en considération parce que la séparation est, en sciences expérimentales particulièrement, un moyen d'analyse, un moyen de découvrir le réel, qui consiste à décomposer une réalité complexe en des entités simples que l'on peut maîtriser. Ça, c'est du point de vue des sciences expérimentales. Mais dans le texte et dans le contexte d'ici, c'est un concept opératoire. Et le concept opératoire renvoie à des enjeux de pouvoir. Séparer est un moyen d'affaiblir des communautés. Et ce n'est pas étonnant si les puissances impériales et impérialistes en ont fait un concept opératoire parce qu'elles étaient parfaitement conscientes du fait qu'en séparant les communautés, en instaurant des barrières entre elles, elles affaiblissaient leur unité organique et du même coup, les affaiblissaient. Et de l'érection de ce principe de séparation en mode de gouvernement, nous avons des exemples qui ont été tragiques. Le premier, sans doute, celui qui me vient à l'esprit en tout cas, c'est la vivisection qui a été opérée sous la forme de la course au clocher qui a démarré après la conférence de Berlin tenue entre octobre 1884 et février 1885, si l'historienne le confirme. Mais l'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est évidemment l'éclatement de la fédération, la balkanisation qui a été opérée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a donné naissance à une espèce d'émiettement des peuples africains de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et c'était des formes archétypales d'une certaine manière, mais la forme achevée de la séparation, elle nous sera donnée par le régime de l'apartheid qui, en instaurant une séparation sur des bases raciales et ethniques, fera des communautés soumises à ce régime des victimes qui auront du mal à se relever de ces choses-là et des victimes dont la culture, qui était plutôt celle de l'Ubuntu, de la communauté, aura été sacrifiée dans cette affaire. Il y a donc, je crois, dans le titre, évidemment, des références à la géographie. C'est l'aménagiste, le géographe aménagiste fait intervenir l'écologie. Le militant du mouvement démocratique s'arme des lumières de la science politique pour comprendre les inégalités et les systèmes de domination. Et le philosophe s'arme de la sagesse foutanké pour comprendre qu'on ne devient soi qu'en étant avec les autres et que la séparation est quelque chose qui menace l'unité organique des communautés. Et je crois qu'il y a là une manière de rendre intelligible un ensemble que Edgar Morin aurait considéré de complexe. Et évidemment, pour arriver à une telle intelligibilité, Ndiawar a dû se doter d'un appareillage conceptuel que j'appelle le Nyeti Abdou de Ndiawar, comme celui qu'il porte. L'un de ses habits, c'est effectivement la géographie. Ndiawar est géographe et Penda l'a rappelé, Ndiawar est géographe et les biotopes du Sahel, il en a une connaissance approfondie, mais Ndiawar c'est aussi un militant politique pour qui la science politique permet de comprendre les systèmes de domination et ce qui paraît un oxymore, les démocraties inégalitaires qui ont cours dans le Wallo et le Fouta en particulier, et aussi cette philosophie du terroir, etc. Alors, si d'aventure l'éditeur, M. Kahn,
été assez habile ou assez proactif pour fidéliser Ndiawa, je lui dirais, faites-lui signer un contrat pour écrire 3 livres qui, chacun, développerait de manière plus affirmée, en quelque sorte, le tropisme qui est derrière le titre. Mais ce ne serait pas suffisant. Le filon aurait été exploité, mais il y a un dernier livre que Ndiawa pourrait écrire, c'est celui qui rassemblerait tout cela sous un fil conducteur, un fil d'Ariane qui serait le développement. Parce que je crois que, au-delà du Foutanké, au-delà du militant de la démocratie, au-delà du géographe, Ndiawa est aussi, et peut-être essentiellement, at the end of the day, un militant du développement. Et de cela, j'ai pu témoigner pour avoir eu le privilège de cheminer avec Ndiawa de 1978, je crois, jusqu'en 1985, une époque où tous les deux, nous travaillions pour le SILS, lui à Bamako, à l'Institut du Sahel, et moi à Ouagadougou, au secrétariat exécutif. Et j'ai pu porter témoignage de ce que les heures et les heures de débat que nous avons pu avoir dans différents endroits, au Sahel et hors du Sahel, m'autorisent à dire que bien avant beaucoup d'autres, Ndiawa avait sur le développement des positions avant-gardistes qui sont très proches de celles que l'on peut appeler, de ce qui le rapproche du paradigme de la sécurité humaine qui a été popularisé récemment. Et ce paradigme de la sécurité humaine, il s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est d'abord des équilibres qu'il faut préserver, des équilibres des écosystèmes. Et je disais tantôt que nul ne connaît la nécessité de préserver ces équilibres davantage que Ndiawa, parce que les biotopes du fleuve lui sont connus. Et cette nécessité de préserver les équilibres va l'amener à s'intéresser assez tôt à des questions telles que celles de l'aménagement pastoral intégré au Sahel, qui a été promu pendant longtemps par le regretté Alba Sadié Touré. Il va s'intéresser aussi aux cultures irriguées et à la protection des végétaux et à la nécessité de les promouvoir avec des méthodes qui ne soient pas écocidaires, mais qui soient plutôt respectueuses de la nature. Et le même souci des équilibres va l'amener à s'intéresser aux problèmes de population, avec notamment l'UZ, créé par Landing Savané, mais porté à un niveau inégalé par Pape Sir Diagne, dont la figure a été évoquée, qui restera avec Ndiawa, qui restera un ami fidèle de Ndiawa, et dont seule la mort a pu les séparer. Je me rends compte que j'ai peut-être dépassé le temps qui m'était... Bon, ben écoutez, je m'en tiens là. Je m'en tiens là, je n'avais pas tout dit, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci de ce développement très succulent, mais qui nous plonge dans autre chose. L'aventure ambiguë a un nom pour le fleuve Sénégal, Old Man River. Old Man River, c'est l'identité du sud des États-Unis, parce que si vous enlevez aux États-Unis le Mississippi, il ne reste rien. Parce que le Mississippi ne prend pas, ça ne naît pas dans le sud. Il est né dans Itasca Forest, qui est loin dans le Minnesota. C'est là que ça fait un petit ruisseau à grandir jusqu'à être cet immense fleuve qui a inspiré Faulkner, qui a inspiré Mark Twain et qui définit l'identité du sud des États-Unis. C'est pour ça que l'autre tout couleur éminent, il appelle le fleuve Sénégal Old Man River. Et si vous dites Old Man River, vous avez envie de prendre la guitare et de jouer du blues. Mais aussi, il y a l'autre grand tout couleur qui en parle. Parce que Fouta Ourikam, moi, c'est un peu Baba Mal. Et Baba Mal, tout ce qu'il fait, c'est autour de ce fleuve qui sépare et qui lie en même temps, mais aussi qui confère l'identité. Donc, mon cher Palo, merci beaucoup de ce développement-là. Penda, je ne sais pas si vous voulez reprendre la parole. Mais sans trop tarder, donc, nous allons donner la parole
à quelqu'un dont je lis les billets et il ne s'en rend pas compte. Parce que, Monsieur Wan, Excellence, je fais partie du WhatsApp des anciens de Punti. Ça s'appelle Pontin pour toujours. Nous avons été la dernière promotion de Punti à faire l'université quand vous avez de très bonnes notes et les autres vont au CFP supérieur. Mais après, c'est devenu une école pour former les instituteurs. Mais nous, quand même, on a un groupe WhatsApp et on y balance très souvent vos billets et vos notes. Donc, vous savez ce que je veux dire. Voilà, donc nous vous donnons la parole et après, ce sera au tour de l'auteur. 15 minutes. Même pas. Voilà. Le micro. Mon cher Ousmane, ça va aller très vite, dans la mesure où vous comprendrez que pour l'une des rares fois, je sois très intimidé. Intimidé par le fait que c'est mon grand-père. C'est mon grand-père biologique qui a écrit le livre. Donc, parler devant son grand-père est déjà périlleux. Et je dois à son affection et à son amitié d'avoir l'honneur de dire quelques mots aux côtés de personnes que j'admire depuis ma tendre enfance. Quand je faisais mes premières fugues à 12 ans, 13 ans, pour aller assister au meeting à l'université de Dakar, Ndiawar Kane était le président des étudiants. À ses côtés, sur la table, il y avait Abdoulaye Bathily, avec un bonnet vert Cabral et un treillis. Il y avait les Djiboka qui venaient perturber les réunions sur le terrain de basket de l'université. Paloma, c'est un de mes repères parce que je considère que je suis un enfant de mai 68. Je suis un de leurs poussins. Et c'est à leur exemple, et je suis heureux de pouvoir aujourd'hui siéger à leur côté, ce qui veut dire que je ne m'étais pas trop trompé de trajectoire. L'intelligence, le savoir, l'humilité nous rassemblent autour d'eux. Ce livre, ces livres devrais-je dire, parce que quand on le regarde bien, même dans le sommaire, il y a 2 parties et 2 conclusions. Si c'était un livre, il y aurait eu une conclusion. Il y a eu 3 chapitres consacrés à ce que j'appelle la belle vie. La jeunesse, l'adolescence, la formation, le bonheur. Et il y a une rupture qui est actée par la tragédie sénégalo-mauritanienne en 1989. Cette tragédie qui est résumée dans le titre, dans la mesure où on pourrait dire du titre, le fleuve refuse de séparer, le fleuve n'est pas une frontière, c'est un trait d'union. Et c'est en cela que le livre, c'est aussi un cri de colère. Mais comme tous les cris authentiques, il est inaudible. Le vrai cri, on ne l'entend pas, on l'éprouve. C'est une colère sourde, douloureuse, qui cherche les mots pour s'exprimer et faire sentir aux autres le désarroi ou l'incapacité à changer par soi-même la situation. Mais on la dénonce. Il dénonce ce que nous tous ici avons vécu dans nos chairs, parce que c'est nos familles. Quand on parle des 2 bords du fleuve, ce ne sont pas 2 pays pour nous. C'est un village au milieu duquel la colonisation, comme le rappelait Paloma, à Berlin, a tracé un trait. Un trait tellement dramatique que ces 2 frères jumeaux étaient l'un mauritanien et l'autre sénégalais. C'est vous dire qu'à Berlin, ils n'avaient pas bien regardé au moment de tracer le trait. Et je pense qu'il y a une des filles d'ailleurs de ces 2 jumeaux qui est là, qui étaient tellement jumeaux qu'on ne pouvait pas les distinguer. Or, l'un était gouverneur de Nouakchott et l'autre était le créateur de la SIB devenue la Sonacos au Sénégal, époux de Maïmouna Kane, ancien ministre au Sénégal. Donc cette tragédie-là, nous les avons vécues dans nos chairs parce que c'est nos familles. Je ne regarde pas mes cousins, frères et sœurs comme des Mauritaniens. C'est ma famille. Aussi simple que ça. Mon grand-père, à moi, d'ailleurs, si mon père avait tardé un peu de traverser le fleuve, on serait Mauritaniens nous-mêmes. Puisque son père a vécu à Kaïli, y est enterré. J'y suis allé il y a quelques jours en pèlerinage et en traversant le fleuve dans une pirogue, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 2 pays? Et on vous le fait sentir quand vous mettez le pied sur l'autre rive. Mais quand vous revenez, j'avais le livre avec moi dans la voiture, je me disais, mais oui, le fleuve refuse de séparer, parce que c'est le fleuve qui nous permet d'aller et de venir.
Si le fleuve était une frontière, le fleuve refuserait de permettre à ce que tel ou tel traverse. Le fleuve est source de vie. Il organise le commerce, il organise la transhumance des bêtes, il organise le commerce des marchandises de Saint-Louis à Bakel et au-delà. Paloma l'a dit, le fleuve Sénégal prend sa source en Guinée. Et le fleuve, c'est vrai, a une identité qui change. Il prend la couleur des zones qu'il traverse. Il reflète l'humeur des personnes qui en vivent ou qui y vivent. Le fleuve a un langage qu'il faut ressentir et qu'il faut décoder. Le fleuve, on l'aime, mais on ne peut pas le détester dans la mesure où il nous fait vivre et survivre. J'ai dit que je ne dépasserai pas les 10 minutes parce que ce que j'ai voulu dire, c'est au-delà des complaintes, au-delà du cri de douleur de mon grand-père. Moi, étant le plus jeune, je peux pousser la témérité au-delà de ce que Penda a dit. Mais pourquoi cette frontière-là ne recule pas pour respecter l'identité des populations qui y vivent? Je ne voudrais pas être politiquement incorrect, mais à mon avis, construire l'avenir, parler du panafricanisme, ce sont des mots. Si on n'arrive pas à donner à la vie de tous les jours une réalité, si nous ne parvenons pas, par nos intelligences, par notre esprit de sacrifice et de clairvoyance, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la préface a été écrite par un art, si j'ai bien compris. Et j'ai été heureux de savoir que c'est un art qui a écrit, oui, que je ne connais pas, mais dont je présume qu'il est une personnalité très ouverte, qui a écrit cette préface. Et là, dans la préface, j'ai cru sentir un clin d'œil d'avenir. Que pouvons-nous faire avec les élites intellectuelles mauritaniennes blanches, parce que, dommage, il faut dire les mots durement, pour construire ensemble un rêve de renouveau de notre sous-région? Que des jeunes soient ici ou ailleurs en train de parler de panafricanisme sans oser aborder ces questions qui sont des questions de chair et de sang et de douleur, parce que nous avons perdu, nous, des gens de nos familles dans cette tragédie de 89. Nous avons perdu des amis. Certains sont ici, ils ne crient pas, comme mon grand-père Ndiawar, un cri retenu, mais ils ont souffert et souffrent encore. Que faire sur l'idée que Penda a dite pour que cette frontière recule, que cette zone-là soit une zone de fraternité et non de différence? La même chose pour les autres frontières sénégalaises. En Gambie, le fleuve aussi ne devrait pas nous séparer de la partie sud de notre pays. Il y a, à mon avis, des réconciliations à faire, et ce livre-là est un livre, à mon avis, d'une importance capitale parce qu'il dit des choses qui nous touchent sans violence. Ce qui n'est pas souvent le cas du discours ambiant, qui est vindicatif, qui cherche à accuser les autres sans prendre sur soi. Or, ce livre prend beaucoup sur soi. Je sais qu'en écrivant, grand-père Ndiawar a essayé de ne pas blesser, mais en disant des choses qui doivent évidemment être dites de manière définitive. On ne peut pas se complaire dans notre sous-région sur du politiquement correct. À un moment ou à un autre, il faudra que des Sérères comme Ousmane Sène nous aident à amplifier la voix de toutes ces populations qui sont au bord du fleuve depuis des années. Certaines sont réfugiées depuis des années, qui vivent dans la précarité. D'autres sont réfugiés aux États-Unis et partout ailleurs à travers le monde. Mais leurs racines, ils les ont laissées derrière. Ce livre est un acte de foi, à mon avis, dans l'avenir. Le fleuve refuse de séparer. Eh bien, refusons, nous aussi, de nous séparer. C'est tout ce que je voulais dire. Merci mon cher ami, comme d'habitude. Hein. Voilà, donc le moment est venu de passer la parole à Kaouka Ndiawar, l'auteur. Vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, je dois remercier tout ce public, les membres de la famille, des amis du livre et des amis de la science
tout ce monde est venu et je suis très touché par cette marque d'amitié et de considération. Le livre est un essai autobiographique, mais en fait, j'ai hésité à l'écrire, mais j'ai été forcé gentiment après l'apparition du roman. Plusieurs amis et collègues m'ont demandé d'écrire autre chose parce qu'ils sentaient que j'avais encore quelque chose, comme on dit, façon triviale, dans le ventre et qu'il fallait le coucher sur papier. Ce que j'ai essayé de faire. Mais en le faisant, j'ai pensé à deux problématiques fondamentales. À travers l'autobiographie, il y a une lame de fond qui est constituée de deux problématiques, celle des frontières, et en particulier des frontières en Afrique, et c'est le cas du fleuve Sénégal. Et la deuxième problématique, c'est celle du vivre ensemble en Mauritanie. Les deux étant très liés. Et comme disait Baba tout à l'heure, en fait, quand on voit le livre, on pense qu'il y a deux livres, qu'il y a la partie autobiographique et l'autre partie qui parle de cette expérience disons, des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Ça semble tellement bizarre de dire ça, réfugiés mauritaniens au Sénégal, que la réalité nous rattrape malheureusement et nous indique que c'est une réalité qui est encore vivante. Et pourquoi il y a eu cette partie, cette adjonction de cette partie? C'est parce que cette partie représente aussi les deux problématiques. La problématique de l'appartenance ou de l'identité des Foutanké, qu'ils soient d'une rive ou de l'autre, et la problématique de vivre ensemble et des problèmes qu'on a appelés au début des années 60 le problème noir en Mauritanie. On a ensuite appelé le problème de la coexistence entre les arabo-berbères et les négro-africains. On a donné plusieurs appellations, dont la dernière, c'est à la suite des événements de 89 qu'on a appelé le génocide des négro-africains, le génocide des Halpularen d'origine mauritanienne. Je crois que la problématique des frontières a été bien expliquée, bien décrite par mon ami Alioune Sall, je l'appelais Paruma, et par le professeur Pernambo. Et ce sont des problèmes qui nous rattrapent aujourd'hui. Et vous pouvez constater, à travers les informations à la télévision, qu'à travers le monde, il y a une résurgence de ces problèmes d'identité et de frontières. Et ce ne sont pas des problèmes faciles à résoudre, il est vrai. Mais il faut peut-être bien les poser. Et comme on dit, les problèmes bien posés sont à moitié résolus. Et je crois qu'il faudrait bien les poser. Et c'est ce qui se passe disons, entre la Mauritanie et le Sénégal comme territoire coloniaux. Il faut dire que le fait d'avoir
d'avoir délimité la frontière par le colonialisme français, ce fait a été remis en cause plusieurs fois. Vous savez, pendant plusieurs polémiques politiques entre les responsables, on a évoqué les différents décrets et arrêtés, les décrets de 1905, le décret de 1933, surtout celui de 1933, qui est le dernier, et qui définissait la frontière au-delà de la rive droite mauritanienne. Donc, ce sont des problèmes qui ont été plus ou moins esquivés et qu'on croyait avoir résolu avec la décision de l'ex-OUA en disant qu'il ne fallait pas toucher aux frontières héritées du colonialisme. Et c'est une décision que maintenant la génération actuelle devrait revoir et devrait discuter. Concernant le vivre ensemble en Mauritanie, je préfère même m'étendre encore plus en Mauritanie qu'ici, mais c'est juste pour informer qu'il y a eu à plusieurs périodes de la vie, la vie très courte de l'existence de la République islamique de Mauritanie, il y a eu des crises, et le plus souvent ces crises se sont manifestées par des problèmes interethniques. Les principales, c'est 1961, 1966, je ne reviens pas sur ça, et 1989. Et à chaque fois, j'ai eu peut-être le malheur d'être présent d'être présent à ces tableaux sombres de l'histoire politique de la Mauritanie nouvelle. Voilà en gros le fond de ce livre. Et j'ai failli le titrer en pulaar, Mayo Wana Kerol. Et en pulaar, on le dit souvent, et dans le texte je le dis, que le fleuve n'est pas une frontière. Et ça, moi je l'ai vécu pendant mon enfance, je l'ai vécu pendant mon adolescence, je l'ai vécu pendant mon âge adulte. Chaque jour, vous voyez des exemples de populations qui vont d'une rive à l'autre sans, disons, demander la permission à qui que ce soit. Et lorsqu'on a commencé à les en empêcher, ils étaient les premiers surpris de savoir qu'ils ne pouvaient pas aller cultiver sur la rive convexe de l'autre côté alors qu'ils habitent la rive concave. Et c'est-à-dire qu'ils habitent les hauteurs parce que le fleuve méandre, je parle un peu de géographie, et le fleuve méandre, et dans ces méandres, il y a une rive qui est plus haute que l'autre. Et la rive haute, c'est là où les populations habitent. Elles peuvent être sur la rive droite, elles peuvent être sur la rive gauche. Et sur l'autre rive, qui est basse, c'est là qu'il y a les terrains de culture. Donc c'est pour ça que des gens qui habitent ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire sénégalais ont des terrains de culture sur la rive mauritanienne et vice-versa. Donc je pense que c'est cette trame que je voulais développer. Et je vais répondre un peu à le matelot. Au Fouta, à l'époque, sur le fleuve, il y avait de grosses pirogues avec des voiles. Et ces pirogues étaient, disons, fonctionnaient quand il y avait le vent, avec les voiles. Mais dès qu'il n'y a pas le vent, il y a des matelots qui étaient sur la rive avec des cordes et qui tiraient les pirogues. Et ça, ils le faisaient tout le parcours de Saint-Louis à Bakel. C'est pas possible. Oui, en s'arrêtant de village en village. Et c'est même un peu pittoresque
parce que dans chaque village, ces matelots s'amusaient à organiser des séances de lutte avec les villageois. Et ça égayait un peu l'atmosphère dans ces villages. Et j'ai eu la chance de connaître cette habitude-là. Bon, en tout cas, je suis très content de retrouver beaucoup de figures, dont celle de notre doyen Boubacar Bari, j'ai trouvé à la fac. Ils étaient un peu avant nous à la fac. Et je suis très, très content de voir qu'il est présent. Et toutes ces personnes qui sont venues pour me prouver leur amitié, leur fidélité. En tout cas, je suis très content de leur présence et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion de vous poser une question. C'est par rapport aux lutteurs tout couleur. Oui. D'abord, leur manière de danser. Parce qu'un lutteur qui danse, c'est buste penché et lancé, et le pur cri d'amour des femmes, Corsiga. C'est comme ça que les vrais lutteurs sérères dansent, comme les caïmans. Mais vous, chez vous, les lutteurs, ils sautent. Mais ce n'est pas ça qui m'étonne. Moi, ma surprise, c'est qu'infailliblement, il leur faut des chaussures plastiques, tic-tic. Et c'est pas grave. Mais pourquoi les chaussettes blanches? Ça, je n'ai jamais compris. J'ai demandé à tout le monde pourquoi les lutteurs tout couleur, chaussettes blanches et tic-tic. Mais personne ne m'a expliqué. Bon, on nous a dit qu'il y aura un intermède musical, je crois. J'espère, oui. J'avais l'habitude de dire qu'il voulait faire une étude ethnographique sur Ousmane Sène. Il fait venir ici des lutteurs. Il a failli même être président du comité du CNG. Parfois, il y a le drapeau Ousmane Sène. Il m'a invité une fois au stade pour ça. Tous les lutteurs du Sénégal, il les connaît, mais il y a particulièrement le fait qu'il affectionne les chanteuses sérères. Il y en a une qui s'appelle Mbayendep. Mbayendep vient ici avec les tam-tam sérères. Et on organise des séances de bac. Ce qu'il dit là, il ne le dit pas parce que c'est un grand spécialiste. C'est quelqu'un qui a un amour extraordinaire de la lutte, comme Senghor l'avait. Voilà. Comme ça, Penda, vous comprendrez mieux ça. Merci, Penda. Une fois, à 4 heures, je suis dans mon lit chez moi. Je mets la télévision et j'entends la batterie de Babou Ngom et la voix de Mayendeb. Tout de suite, mon esprit est allé vers ma mère, parce que ma mère, quand elle était dans sa rizière, elle travaillait et chantait. Et le rythme était le même. J'ai tout de suite pris mon sabador, j'ai pris mon véhicule et je suis allé au stade. Il y a 10 ans, mon plus grand succès, c'était tous les centres à l'image du WARC. Il y en a 25 dans le monde. Ils sont venus, je les ai amenés au stade pour voir la lutte. Ils reviennent le 30. Mais tous sont en train de me dire, Ousmane, il faut qu'on aille voir la lutte. Parce que notre grande patronne, une soirée, a dit à tous les directeurs, et surtout aux Mongols, il leur dit, il y a 2 ans, dans 2 ans, vous organisez. Mais ce que mon fils Ousmane Sène nous a montré avec la lutte, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Alors les Mongols, si vous ne pouvez pas me ramener Gengis Khan, c'est son cheval dans la steppe et en plus en train de boire du sang d'homme, vous ne dépasserez jamais Ousmane. Donc c'est ce que la lutte représente pour moi. Merci beaucoup. Voilà, il y a un intermède musical. Je crois que l'artiste, on le reconnaît là. Voilà, tout autant que je reconnais De Croix qui est là devant moi en face. Voilà, Mansour. Merci. Merci pour tous ceux qui ont participé. Alors, je ne peux pas terminer sans parler de mon ami et frère Babouane,
plus connu sous le nom de Amatijane. Et son jeune frère, le professeur Issavon, qui est là. Et notre cher neveu Abdouane. Et ma grande amie Penemo, que je retrouve encore. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'après-midi de notre oncle Ndiawar et tous ceux qui sont venus répondre à cette invitation. Baba Nyagata be Salatende nata mangay Mboki ulilele Futa kadari Yima yauma Anda kongwanda Kilata watawi Pula kumeda yaru chagal Kilata watawi Mauritanie Sénégal njiidi mu njiidi baba mone yahoɓe laabi kettode tandam wona yaway moɗon en jiidi yumma gila yummen adama e bamen yummen awa bamen adama ni ta wonno galle mama Njawar kan waɗi teddungal teddungal Sénégal e Mauritanie teddungal Afrique ni tan wonno galle mama yima yawma anda ko ganda gile tolde nima jiya nima warma nima yima warma Sénégal Mauritanie on calminama merci Abdé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous plonge en plein dans la culture. Alors voilà comment on va s'organiser. Je crois qu'il y a peut-être des gens qui veulent contribuer un peu ou poser des questions. On essaiera d'être le plus bref possible, mais on prend 15 minutes pour ces questions et contributions. Après, on donnera à l'auteur l'honneur de pouvoir dédicacer les copies que certains d'entre vous auront peut-être achetées. Ça va comme ça, Kao? Voilà, ça va comme ça, Ousmane. Voilà, donc s'il y a des contributions à nouveau brèves ou alors des questions, on commence par mon Machudo Ngaïde. Oui, je laisse. Mon cher ami, je t'ai salué de loin, tu étais concentré sur ton téléphone. Voilà, on va donner la parole après. Donc, oui, je peux être là. Je prends la parole puisque j'en ai plein droit dans la mesure où, en 1990, venant pour faire mon DA, le professeur Abdoulaye Bathily m'a interrogé sur le lien de sang qui m'unit avec Ndiawar Kane. Est-ce que c'est votre grand frère? J'ai dit non, c'est mon oncle. Je vous dis que c'est mon oncle. Et son frère était ami intime à mon papa qui était aussi gouverneur et qui a donc servi l'ensemble de la Mauritanie avant que je ne vienne ici sans papier. Alors que mon père était celui qui octroyait les papiers d'identité et de nationalité à tous les Mauritaniens. Et il a dirigé toutes les grandes villes de Mauritanie. Je suis né dans la colonie, dans la post. Je suis devenu colonial maintenant, certainement. Le plaisir d'être là nous permet encore davantage de me faire comprendre. Puisque quelquefois, quand je suis dans les radios ou dans les télés, j'ai l'habitude de dire que je suis d'origine mauritanienne. Je m'excuse plein de mots d'en parler, puisque ça ne plaît pas, mais les gens n'avaient pas compris l'expérience qui est derrière cette forme d'injonction par rapport à moi-même.
je suis d'origine mauritanienne. Mon grand-père est enterré à Demet. Le chef des Ngaïdé qui vient de disparaître ne peut pas avoir son... n'est pas à Demet. La seule parcelle de riz que j'ai dans le monde se trouve à Demet, hérité de mon père. Donc, si je dis que je suis d'origine mauritanienne, c'est juste ce qu'il a dit, que le fleuve ne peut pas séparer. Et de plus en plus, je crois que aussi, en écoutant Pendombo, j'ai l'impression souvent que les gens oublient de voir la profondeur de la blessure de ceux qui sont venus rejoindre. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire maintenant que j'étais venu poursuivre. J'ai rejoint une nation historicisée. Je ne peux pas ne savoir d'où je viens. Parce que l'ol la fi jang. So xamul fo joge, da ngay delu fu nga fo jëm fu nga joge. Dédit. Man, je fais ce que le philosophe Souleymane Bachir Diagne nous a dit. Retourner là où on va. On va où? Vers l'humanité et plus de solidarité et de compréhension de la réalité qui irrigue notre sang, celui qui nous fait vivre ici. Et de participer à la consolidation de l'intelligence et même de l'aspiration du Sénégal. Parce que nous ne sommes pas dans un trait d'union. Non, je ne suis pas en trait d'union. J'ai pris la décision définitive d'être sénégalais, puisque j'aurais pu rester à Bordeaux dans un poste juteux avec la nationalité française. Je l'ai refusé, puisque j'ai choisi. Et je ne partirai plus d'ici. La parole est à notre cher ami de Croix en face. Là, là. Merci beaucoup. Je suis arrivé avec du retard, mais j'ai quand même tenu à m'exprimer en n'ayant même pas entendu les Pendamo et autres. En fait, j'étais venu saluer mon ami Ndiawar. Ça fait très longtemps qu'on ne se voyait pas. On était ensemble dans le comité exécutif de l'Union démocratique des étudiants du Sénégal. Et on était également dans le bureau de la faculté de lettres. Quand je n'ai pas encore regardé le livre, j'ai appris juste qu'il y avait cette cérémonie. J'ai tenu à être là pour voir Ndiawar, écouter un peu et acheter le livre pour le lire. Bon, Ndiawar est un grand intellectuel. Je sais qu'il a été, je ne sais pas s'il l'est toujours, il a été quand même un militant politique engagé. Et moi, mon problème, c'est un peu comment régler tous ces problèmes. Voilà. On en parle depuis 1960 et même avant. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas beaucoup. C'est comme si, à la limite, on n'invoquait pas, on ne devrait pas invoquer la 11e thèse ou 9e thèse de sur Feuerbach. On ne fait qu'interpréter le monde alors qu'il s'agit de le transformer. Les intellectuels, c'est leur rôle, hein? Mais je pense que c'est les politiques qui doivent être interpellés sur ces questions-là. Je sais que le professeur Kizerbo a repris un peu Ndiawar. Quand tu dis le fleuve ne sépare pas, Kizerbo avait dit, il rapportait, je crois, un dicton Yoruba, que la frontière entre le Bénin et le Nigeria ne séparait pas les Yoruba, mais séparait les Anglais et les Français. Bon. Le fleuve ne sépare pas, mais il sépare en même temps. C'est-à-dire que je crois que c'est dans nos têtes, nous autres qui avons fait l'école coloniale. Les populations, tu l'as bien dit, pour eux c'était plutôt bizarre qu'on leur dise non, vous ne devez pas traverser là-bas, c'est pas vous. Ça, elles ne peuvent pas comprendre ça. Mais nous autres intellectuels, francisés ou en tout cas ayant été à l'école française, je crois que ce sont ces questions qui se posent, Ndiawar.
quand on était ici, là, les unions nationales, mais jusqu'au Tchad, jusqu'au Cameroun, tout le monde était là. Et c'était très fort, à mon avis, par rapport à la compréhension et la conception qu'on pouvait avoir de l'unité de notre continent. Mais depuis lors, ça n'a pas avancé. Je pense plutôt que ça recule. Et cette interpellation, à mon avis, est une interpellation qui concerne davantage les hommes, les acteurs politiques. Merci. Oui, Bouba Diop. Après Bouba Diop, peut-être une autre intervention. Et puis, on envisage la dédicace. Mon beau-frère Khan, peut-être, voudrait prendre la parole après. On va la lui donner. Bouba. Oh, merci, Ousmane. Je salue toute l'assistance. Les raisons qui m'ont poussé à intervenir, je crois que Penda, Baba, Paloma, ils l'ont évoqué. Même Ousmane, la culture, la proximité géographique, et puis tous les événements, que ce soit 68 et au-delà de 68. Donc je ne vais pas insister là-dessus, je voudrais juste dire 2 ou 3 choses. Le livre, j'ai commencé à feuilleter, est passionnant, et je voudrais, nous qui sommes ici, que ce soit sénégalais, mauritaniens ou d'autres, vraiment profiter de ce livre pour réfléchir sur les questions de fond. Première question de fond qui a été posée, c'est effectivement cette situation, la géopolitique, qui a prévalu. Alors je précise, moi je suis de Saint-Louis, je suis né à Saint-Louis, j'ai grandi à Saint-Louis, et bon, c'est pas seulement la Mauritanie et le Sénégal, même la ville de Saint-Louis pose problème. Mon grand-père est de Sindone, ma grand-mère est de Tendigen. Et le fleuve les sépare. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rencontrés, comment ils sont connus, mais c'est déjà un problème, même quand on est au Sénégal. Parce que le fleuve, mais une ville comme Saint-Louis également, est séparée par différents bras du fleuve. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, parfois les Mauritaniens disent, mais est-ce qu'on ne va pas prendre Gendar? Est-ce qu'on ne va pas prendre Sindone? Ah oui, parce que si on suit la logique géographique, mon Dieu, les problèmes, il va y en avoir. Bon, donc ce livre doit nous amener à poser sérieusement les problèmes et à nous dire que le fleuve, et vous avez parfaitement raison, ne doit pas être une frontière. Je suis d'autant plus placé que mon père a travaillé aux travaux publics et fait partie de ceux qui ont mis les bornes. Il n'y avait pas les bornes jusqu'en 60. C'est après 60 qu'on a mis les bornes pour délimiter le Sénégal et la Mauritanie. Ça, j'en suis témoin parce que mon père, qui travaillait aux travaux publics, me racontait comment ils ont fait. Et il y a donc tout un débat de fond. Senghor, les compromis. La Mauritanie a été une création de la France. Voilà, il faut dire les choses. Je ne reviens pas sur les relations, le Maroc, le Sénégal, ce qui a amené. Mais il faut qu'on revienne là-dessus pour les solutions, parce que le débat qui est posé, c'est assez nouveau. Alors, le deuxième problème, c'est sur l'identité que vous avez évoqué. Alors, j'ai choqué une fois des amis panafricains, c'était au Congo, je crois qu'il y avait Amadi Alidien, il y avait, bon, je ne vais pas citer tous ceux qui étaient là. C'était ce voyage d'ailleurs où on a failli tous mourir, puisque l'avion a failli tomber au retour de Brazzaville. Alors, le problème, j'ai dit un moment que le Sénégalais est beaucoup plus proche du Mauritanien que du Gabonais, et il y a eu des amis panafricains qui n'étaient pas contents. Parce que la question de l'identité, c'est la géographie, c'est la langue, et c'est l'histoire, c'est tout le débat entre Cheikh Anta et Senghor. Quels sont les traits de l'identité? Je le dis parce que je le croyais sincèrement. Moi, quand j'étais jeune, les jeux, tout à l'heure, Ousmane, vous avez parlé des jeux. Mais vous savez, le jeu que je connais le plus, mais ce n'est pas un Wolof. C'était Zeyi Baka, Soumaré, le Kifo, c'est un jeu qu'on faisait. C'est un jeu entre Mauritanie, Sénégal, on ne sait même plus d'ailleurs dans quelle langue c'était. Donc les jeux, les problèmes d'identité, et je pense qu'en Diawar, il faut revenir sur le toponyme. Paloma est bien placé. Là où se trouve sa maison,
Ça s'appelle Diaolinga à Saint-Louis. Mais du côté mauritanien, c'est le même nom. C'est Diaoling. Je ne parle pas des deux Rosso. Donc, il faut revenir sur un certain nombre de choses qui semblent évidentes. Qui sont, le quartier Saint-Louis, où moi j'ai appris à nager au fleuve, ça s'appelle Diaolinga. Et de l'autre côté mauritanien, c'est le même nom. Le nom ne change pas. C'est le même nom qui est utilisé. Donc, il faut revenir. Alors, je termine sur une dernière chose. La solution. Alors, mon Dieu, vous savez, quand il y a eu ces déchirures-là, chacun a eu des problèmes. Moi, j'ai un oncle qui a sa femme qui est mauritanienne, mais les enfants, quand il y a eu l'indépendance, les uns sont restés en Mauritanie, ils sont mauritaniens. Ben, les autres enfants sont sénégalais, d'une part. Alors, comment régler le problème? À mon avis, la solution des problèmes, c'est le courage qu'il faut pour repenser l'Afrique de l'Ouest. Et Mauritanie, Sénégal, la question des Hartani, c'est une question essentielle. La question de la lutte pour la démocratie, la lutte contre l'esclavage. L'esclavage sous toutes ses formes, que ce soit chez les Wolofs, chez les Alpulaar, chez les Soninké et chez les Maures. Et je termine en disant qu'en 2011, quand on préparait le forum social, j'ai failli créer un incident. Puisqu'il y avait une réunion, le ministre mauritanien vient, il parle en Maure, en arabe, on ne traduit pas. Et je trouvais que c'était insultant pour l'ensemble des gens qui étaient là. Donc on imposait l'arabe, alors que ni le Pulaar, ni le Soninké, ni le Wolof, ces questions-là, si on ne les règle pas au niveau africain, je crois qu'on ne va pas sortir. Donc la lutte contre l'esclavage et le respect mutuel, toutes les langues sont d'égale dignité. Je vous remercie. Voilà, merci Bouba. On me fait signe que le professeur Boubacar Bari, voudrait intervenir. Et c'est peut-être après qu'il va falloir qu'on donne la parole, qu'on donne l'espace à l'auteur pour qu'il puisse faire la dédicace. Permettez-moi de rappeler aussi qu'en novembre, le département d'histoire aura une cérémonie très importante où seront honorés 2 éminents professeurs de l'université africaine. Il s'agit du professeur Abdoulaye Bathily et du professeur Boubacar Bari, qui seront honorés par leurs pairs et par leurs étudiants. Nous vous porterons l'information sur notre site internet. Grand Bouba, vous avez la parole. Boubacar Bari. En fait, je dois dire que je n'ai pas eu l'occasion de lire l'ouvrage avant de venir cet après-midi participer à ce débat. Mais c'est comme si je l'avais lu d'après les commentaires que j'ai entendus des panélistes et de ce qu'a dit Njawar Khan. Je voudrais tout juste le féliciter parce que l'autobiographie qu'il vient d'écrire est une autobiographie que chacun d'entre nous aurait pu écrire. Moi, je viens de la source du fleuve Sénégal, en Guinée. Et je suis au Sénégal depuis 1964. Je suis partagé entre le Sénégal et la Guinée. Et ce qui m'a amené en réalité, nous pouvons résoudre l'équation d'écrire la Grande Sénégambie, à laquelle je pense fera la jonction des problèmes qui ont été soulevés ici par tous les participants et pourront, comment dirais-je, justifier la formule du Sénégal, le fleuve ne sépare pas. Maomara Kero, la rivière n'a pas de frontières, et c'est une réalité. Et voilà, je voulais vraiment vous féliciter parce que vous me ramenez dans des souvenirs très lointains, mai 68, mais aussi très récents. Votre frère Yaya Khan, Maïmouna Khan, Aïda Sow, mon épouse qui était son conseiller, c'est dire que je suis très ému et je vous félicite de votre... Voilà donc
avant qu'on termine, je voudrais vous signaler à notre grand frère Saliou Mbaye, que vous connaissez tous. Lui aussi a publié un livre qui vaudrait la peine d'être lu et qui vaudrait la peine d'une autre dédicace au work. Il a donné son accord. Alors, le livre s'appelle, c'est dans votre veine, hein, Ndande Fall, Cœur Madame, souvenir d'un enfant du territoire. Ndande Fall, Cœur Madame. Ah, su ngeen dem ci kër tubaab bi wala kër naar bi yéen a ngay dem kër madame. Voilà. Hein? Loolu moo taxoon à l'époque on disait doomu tubaab moo di mbiskit parce que su fekkee ne madame bi tubaab bi wala madame bi naar bi doon nga xaritu doomam mais tous les jours soo fa demee ñu may la mbiskit doomu tubaab di mbiskit. Donc monsieur Ndiawar Kane, nous allons organiser les choses pour que vous puissiez faire la dédicace en bonne et due forme. Je voudrais remercier les panélistes, ça a été de très haute facture. Je voudrais aussi remercier l'assistance qui a été d'une discipline extraordinaire et qui a suivi aussi tous les débats. Merci, à très bientôt tout le monde. Jërëngeen jëf. Voilà. Mianon tangi kirikiya baranyale jam atunya kundiamao dam jogda kala jogta assalamualaikum Ndiawar Kane yo assalamualaikum da Ndiawar Kane yo yima yamanda kongonda kan jalujiri wayone kamum abdo woniya wana wondele bana amati jani wan pano yisanini mbejo kanam amarabdu sisawande me wasorma ine mande nane pendambo yo me salminima ani urala mambara nyale jam Amadou Kane yo Kane Amadou Kane yo kanantana be onon tanje non miyano isa wono